Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la notion de cercle et de nombre trigonométrique. Tout d'abord, pour rappel, le cercle trigonométrique dans un repère orthonormé du plan est simplement le cercle dont le centre se trouve à l'origine du repère et de rayon 1. Étant donné que nous allons parler de trigonométrie, la première question que l'on se pose est dès lors comment représenter des angles sur un cercle trigonométrique. Nous prendrons pour convention que le premier côté de l'angle correspondra toujours au demi-axe des x contenant les abscisses positives. Par ailleurs, dans ce contexte, on travaillera avec des angles orientés, c'est-à-dire qu'on privilégiera sur le cercle un sens de parcours, à savoir le sens contraire des aiguilles d'une montre qu'on appelle le sens trigonométrique. Dès lors, si l'on souhaite placer un angle par exemple d'amplitude 140 degrés sur le cercle trigonométrique, nous démarrerons du premier côté de l'angle déjà représenté et nous parcourrons un angle de 140 degrés en suivant le sens conventionnel. Cela nous permettra ainsi de représenter le second côté de l'angle. On notera que pour tout angle placé de la sorte sur le cercle trigonométrique, on pourra privilégier un point particulier, à savoir l'intersection du second côté de l'angle avec le cercle. On dira de ce point qu'il s'agit du point représentatif de l'angle considéré. Nous avons ici représenté un angle dont l'amplitude est 140 degrés, mais en utilisant la même stratégie, nous aurions pu représenter des angles avec d'autres amplitudes. Par exemple ici un angle d'amplitude 80 degrés ou encore un angle d'amplitude 250 degrés ou 300 degrés. On notera par ailleurs que les axes du repère découpent le cercle trigonométrique en 4 parties que l'on appelle des cadrans. Dans un souci de facilité, on numérotera ces cadrans de 1 à 4 en suivant les mêmes conventions que précédemment. Maintenant que nous savons représenter des angles orientés sur le cercle trigonométrique, nous allons pouvoir nous intéresser au nombre trigonométrique d'un angle. Le premier de ces nombres est celui qu'on appelle le sinus. Alors le sinus d'un angle placé dans le cercle trigonométrique est en fait l'ordonnée de son point représentatif. Reprenons notre exemple et tentons d'approximer la valeur de son sinus. Pour rappel, le cercle trigonométrique est un cercle centré à l'origine du repère et dont le rayon correspond à une unité. Dès lors, si l'on tente de représenter le quadrillage de notre repère, nous voyons ici apparaître des carrés dont le côté correspond à une unité. Puisque nous nous intéressons à l'ordonnée du point représentatif, pour plus de facilité, nous pouvons indiquer des graduations sur l'axe des ordonnées. Les graduations dans ce cas-ci correspondent à des dixièmes d'unité. Nous constatons que cette ordonnée est comprise entre 0,6 et 0,7. Dès lors, une approximation raisonnable du sinus de 140 degrés correspond à 64 centièmes. On notera que par construction, le sinus d'un angle alpha est donc toujours un nombre compris entre -1 et 1. De plus, le sinus de l'angle alpha sera positif lorsque l'angle alpha appartient au premier ou au deuxième cadran et sera négatif lorsque l'angle alpha appartiendra au troisième ou au quatrième cadran. Nous pouvons dès lors passer à la définition du deuxième nombre trigonométrique, à savoir le cosinus. Le cosinus d'un angle alpha correspond à l'abscisse de son point représentatif. Nous pouvons dès lors, comme dans l'exemple précédent, faire apparaître le quadrillage de notre repère et indiquer les graduations, cette fois-ci sur l'axe des abscisses. De cette façon, nous pouvons approximer le cosinus de 140 degrés par la valeur -77 centièmes. On constatera que comme pour le sinus, le cosinus d'un angle alpha est compris entre -1 et 1. Cependant, en termes de signe, le cosinus sera positif lorsque l'angle alpha appartient au cadran 1 ou au cadran 4 et sera négatif lorsque l'angle alpha appartiendra au deuxième ou au troisième cadran. Intéressons-nous maintenant à la tangente. La tangente d'un angle alpha, lorsqu'elle existe, correspond à l'ordonnée du point d'intersection entre la droite d'équation x égale à 1 et la droite passant à la fois par l'origine du repère et le point représentatif de l'angle. Pour mieux visualiser graphiquement la valeur de la tangente, commençons dès lors par représenter la droite d'équation x égale à 1 sur notre repère. Faisons ensuite apparaître le quadrillage du repère et indiquons sur la droite x égale à 1
des graduations de nouveau au dixième près pour faciliter notre approximation. Afin de pouvoir obtenir la valeur de la tangente, il est nécessaire de prolonger le segment OP actuellement visible sur le schéma de sorte à obtenir une intersection avec la droite d'équation x égale à 1. La tangente correspondant à l'ordonnée de ce point d'intersection, nous constatons dans ce cas-ci qu'elle peut être approximée par la valeur moins 84 centièmes. On notera que la tangente d'un angle alpha n'est plus nécessairement comprise entre moins 1 et 1, mais peut correspondre à n'importe quel nombre réel. De plus, la tangente est positive lorsque l'angle alpha appartient au cadran 1 ou au cadran 3 et est négative dans le cadran 2 et le cadran 4. En outre, lorsque nous travaillerons avec la tangente, il sera nécessaire de prendre des précautions. En effet, il existe des amplitudes d'angle pour lesquelles la tangente n'est pas définie. C'est notamment le cas pour l'angle d'amplitude 90 degrés. En effet, dans ce cas-là, on constate que la droite OP, qui relie l'origine du repère au point représentatif de l'angle, est une droite verticale et est donc de ce fait parallèle à la droite d'équation x égale à 1. Elle ne possède donc aucune intersection avec cette droite. Des problèmes similaires pourront être constatés pour d'autres angles, notamment par exemple pour l'angle d'amplitude de 170 degrés. Intéressons-nous maintenant à la cotangente. La construction de la cotangente est similaire à celle de la tangente, à l'exception près que l'on travaille d'une part avec la droite d'équation y égale à 1 et d'autre part que l'on considère cette fois-ci l'abscisse du point d'intersection obtenu. Dès lors, en représentant la droite considérée ainsi que le quadrillage et les graduations correspondant au repère, on peut, dans notre cas, estimer la cotangente de 140 degrés par la valeur moins 1,19. Comme dit précédemment, la cotangente d'un angle n'est plus nécessairement comprise dans l'intervalle moins 1,1. On constate d'ailleurs dans ce cas-ci qu'on a obtenu une valeur strictement inférieure à moins 1. De plus, la cotangente admet toujours le même signe que la tangente. Elle est donc positive dans les cadrans 1 et 3 et est négative dans le cadran 2 et le cadran 4. Enfin, comme dans le cas de la tangente, il existe certaines amplitudes d'angle pour lesquelles la cotangente n'est pas définie. Ce sera notamment le cas pour l'angle d'amplitude 180 degrés ou pour l'angle nul. Nous pouvons donc construire ce petit résumé. De ce fait, on constate que le point représentatif d'un angle a toujours pour coordonnées le couple cos alpha sin alpha et que l'on peut tracer sur les droites d'équation x égale à 1 et y égale à 1 respectivement les points d'intersection dont les coordonnées sont 1 tangente alpha et cotangente alpha 1. Ces différentes notions étant introduites, il est nécessaire d'effectuer quelques remarques. Tout d'abord, on notera que les définitions de sinus, cosinus et tangente qui ont été présentées dans cette vidéo sont équivalentes à celles utilisées dans les triangles rectangles à condition de travailler avec des angles aigus, à savoir des angles dont l'amplitude est strictement comprise entre 0 et 90 degrés. De plus, les nombres trigonométriques sont liés entre eux par différentes égalités, notamment celles qui figurent ci-dessous. Revenons enfin quelques instants à la notion d'angle orienté. Tout à l'heure, nous avons associé à cet angle une amplitude de 140 degrés. Cette amplitude correspondait à l'amplitude la plus petite obtenue en parcourant le cercle dans le sens conventionnel. Il n'est toutefois pas nécessaire de se limiter à des angles inférieurs à 360 degrés. En effet, dans certains contextes, nous pourrions être intéressés par le fait d'effectuer plus qu'un tour complet sur le cercle. Dès lors, nous pourrions aussi associer à cet angle une amplitude de 500 degrés ou en effectuant une rotation supplémentaire sur le cercle, nous pourrions toujours associer à ce même angle une amplitude de 860 degrés et ainsi de suite. Il n'y a donc pas de limite particulière à l'amplitude d'un angle et nous pourrions considérer des amplitudes aussi grandes que l'on veut. De même, il n'est pas obligatoire de parcourir le cercle dans le sens conventionnel. Cependant, si nous choisissons de parcourir le cercle dans le sens non conventionnel, nous associerons aux angles considérés des amplitudes négatives. Dès lors, nous pourrions associer à l'angle considéré une amplitude de moins 220 degrés ou de nouveau, en effectuant une rotation supplémentaire sur le cercle, nous pourrions lui associer par exemple l'amplitude de moins 580 degrés. Ce processus pouvant être poursuivi si on le souhaite.
Dès lors, dans ce contexte, un point représentatif ne correspond pas à une unique mesure d'angle, mais bien à une infinité de mesures d'angle pouvant aussi bien être positives que négatives. Toutefois, on notera que si l'on décide de travailler avec la tangente, il faudra alors dans ce contexte éliminer toutes les amplitudes d'angle pour lesquelles la tangente n'est pas définie. Ces amplitudes peuvent être décrites comme la famille d'angles ayant soit le même point représentatif que l'angle d'amplitude 90 degrés ou le même point représentatif que l'angle d'amplitude 270 degrés. Ce que l'on peut écrire comme la famille d'angles ayant une amplitude de la forme 90 degrés plus un multiple entier de 180 degrés. De la même façon, on dira que la cotangente est uniquement définie lorsque l'angle alpha a une amplitude qui n'est pas un multiple entier de 180 degrés. Pour ceux qui sont déjà familiarisés avec la notion de radian, nous pourrons évidemment exprimer ces conditions en utilisant le radian qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon travail à tous!